Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Veuillez prendre place. Je ne vois pas, mais je pense que tout le monde est bien installé. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous à cette conférence qui est la deuxième de ce printemps dans le programme À ciel ouvert, Sciences et Spiritualité que nous offre l'Institut À ciel ouvert, ce dont je remercie son fondateur, Monsieur Yves Tramar, ainsi que la directrice de l'Institut, Madame Marie-Gabrielle Cajoli, que vous avez entendue déjà à la table ronde, et je reviendrai à la table ronde tout à l'heure. Justement, les personnes qui avaient suivi le 2 novembre cette fameuse table ronde de l'automne, qui portait sur l'intelligence artificielle, Quelle humanité pour demain, qui avait été préparée et animée par Marie-Gabrielle Cajoli, n'ont certainement pas oublié la discussion passionnante qui avait, qui entourait ces questions. Et nous avons pensé que cette discussion intéressante méritait absolument d'être approfondie, poursuivie, tant les enjeux sont importants et multiples. Et c'est pourquoi nous avons invité deux personnalités pour suivre. Ce soir, la professeure Solange Guernauty et le 8 avril, le professeur Jacques Besson, qui est également là ce soir, et précisément dans un diptyque, c'est-à-dire que leur sujet porte sur la même question, l'intelligence artificielle entre mythe et réalité, mais de manière avec des abords disciplinaires différents. Et donc ce soir, nous profitons de la première partie du diptyque, et c'est un grand privilège de profiter des compétences une nouvelle fois et aussi de l'ouverture interdisciplinaire de la professeure Solange Guernauty, que je remercie vivement d'être avec nous ce soir. Experte internationale en cybersécurité, cyberdéfense et lutte contre la cybercriminalité, la professeure Guernauty a commencé sa carrière académique par un doctorat qui portait sur l'informatique et télécommunications, et c'était à l'université Pierre et Marie Curie Sorbonne, donc en France. Et elle est devenue professeure à l'université de Lausanne, où elle a été, d'après ce que j'ai découvert, la première femme à obtenir le statut de professeur à la Haute École de commerce en 1987. Il y a beaucoup de domaines où vous êtes, en tant que femme pionnière, je pense aussi dans la cybercriminalité, ça doit aussi être quelque chose de tout à fait rare, en tout cas au départ. Engagée d'abord dans les enseignements et les recherches relatifs aux réseaux de télécommunications, elle s'est très tôt orientée vers la sécurité des infrastructures et des services de télécommunications, puis la sécurité informatique. On voit bien que ça suit les époques aussi. Elle a en particulier été aussi la cofondatrice en 2001 du premier enseignement interfacultaire et interdisciplinaire de l'Université de Lausanne, DEA, droit, criminalité et sécurité des nouvelles technologies. Donc c'était tout à fait nouveau, qui est transformé entre-temps en master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information depuis 2006. Et parallèlement aux évolutions techniques de ces sciences, la professeure Solange Guernauty a déployé des compétences dans différents domaines des techniques numériques, avec le regard aiguisé sur les liens aussi entre économie et politique, d'où l'intérêt interdisciplinaire qui concerne aussi la recherche, les fonds privés, les influences, etc. Et cette dernière décennie s'ajoute l'intelligence artificielle. Donc, au fond, il y a trois sortes de travaux, trois grands axes de ces travaux. Dans le monde de la recherche et de l'enseignement, c'est lié au droit et à la sécurité des nouvelles technologies, où elle est une spécialiste aux compétences mondialement reconnues. Je souligne qu'elle est présidente de la fondation SGH, Institut de recherche Cybermonde, qu'elle a contribué à créer, et qu'elle dirige le Swiss Cyber Security Advisory and Research Group, qu'elle a créé aussi. Donc, le Swiss Cyber Security, vous pouvez le regarder sur Internet. Il y a beaucoup d'informations. Deuxième axe, dans les réalités actives de formation pour la défense contre la cybercriminalité, en tant que conseillère scientifique, experte, formatrice. Et le troisième domaine, en tant qu'auteur, et c'est là que ça peut nous intéresser, on est moins compétent, auteur de nombreux ouvrages et de publications scientifiques d'un côté, mais également de vulgarisation en rapport avec les risques informatiques.
Je donne 3 exemples. L'ouvrage de 2023 qui s'appelle Cybercriminalité, comprendre, prévenir, réagir aux éditions Duno. Deuxième exemple, c'est un roman, donc vous avez fait un roman avec Monin Philippe, Off, le roman s'appelle Off, aux éditions Slatkin 2023. Et troisièmement, un autre type d'exemple sur alors le titre La cybercriminalité, les nouvelles armes de pouvoir, prix du meilleur livre cybercriminalité, en 2018 le prix, 2017 l'ouvrage. Donc il y a de quoi lire et surtout se familiariser avec ces questions. Donc ce soir, nous sommes dans cette indispensable réflexion dans un monde qui est à la fois totalement appliqué à développer ses compétences, même si c'est la course à la performance dans le domaine des compétences techniques, intelligence artificielle, mais aussi techniques de sécurisation de tous côtés, et en même temps un monde tellement conscient de sa vulnérabilité et de sa fragilité. Donc deux mouvements qui finalement s'alimentent l'un l'autre. Et donc, la question c'est, faut-il avoir peur de l'IA? Et puis aussi, dans le domaine des questions humanistes, que devenons-nous? Que devient la conscience humaniste et la réflexion sur l'être humain? Et donc, nous nous réjouissons beaucoup d'aborder ces questions avec la professeure Solange Guernauty, avec toutes vos compétences et vos connaissances. Nous vous remercions beaucoup. Merci Madame la professeure, merci chère Madame. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers amis, je reconnais. Aujourd'hui, nous allons effectivement traiter de cyberconscience et de la conscience du cyber, et donc c'est bien l'épisode 1, puisque vous aurez la suite des propos abordés sous un autre angle avec le professeur Besson dans quelques temps. Ouais, je suis même montée sur mes petites chaussures pour être encore plus grande. Non, je vais parler plus fort et plus près. En fait, je me suis posé la question de comment aborder ce thème avec vous. Et trois questions me sont venues naturellement à l'esprit. Et c'est à partir de ces trois questions qui vont me servir de plan de présentation. Alors ça bouge tout seul parce qu'il y a un clavier qui dépasse en dessous. Voilà, ça c'est de la technique, mais tout va bien. Alors ces trois questions. Est-ce que la notion de conscience est un produit technologique et un vecteur de technosolutionnisme? C'est des termes que nous allons expliquer. Est-ce que des croyances dans une intelligence artificielle toute puissante et salvatrice pourraient être le reflet d'une techno-religion ou d'une monarchie numérique de droit divin, raison pour lesquelles il est fondamental que nous soyons convaincus que l'IA possède une conscience? Est-ce que se focaliser sur une éventuelle forme de conscience de l'IA contribue à son acceptabilité sociale et spirituelle pour rendre invisible la logique du pouvoir qui est à l'œuvre? Donc, comme vous l'avez compris, je viens du monde de la gestion des risques. J'ai passé ma vie à gérer des risques, à essayer d'en maîtriser en tous les cas et que ça soit pour le moins pire possible. Parce que pour profiter des opportunités, il faut maîtriser les risques. Donc ce soir, je ne vais pas parler des opportunités de l'IA, de tout ce qu'on peut faire de chouette avec l'IA et tous les services que ça peut rendre, mais nous allons nous intéresser justement pour que ça soit favorable à un plus grand nombre, comment mettre en œuvre, comment penser ces nouvelles notions d'intelligence artificielle. Et en fait, la confusion qu'on a peut-être, c'est qu'avec ces nouveaux robots qui ont des apparences humaines, ces machines parlantes, on a une espèce d'homomorphisme avec les machines et on voit pas trop la différence de ce qui est humain et de ce qu'est la machine. Et la question n'est pas tant de savoir si l'IA possède une conscience, mais c'est de se positionner nous par rapport à l'IA. Qu'est-ce que fait l'IA aux vivants, c'est-à-dire nous, êtres humains, mais au reste du monde vivant et au reste des espèces, et comment, quelle relation nous voulons avoir avec ces systèmes sociotechniques. Donc c'était à peu près dans l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé la préparation de cette présentation. J'espère que ça vous convient, que je parle assez fort et pas trop vite. Ça joue pour tout le monde. Vous levez la main, vous dites, vous avez le droit de m'interrompre. Euh, donc pour moi, la conscience,
Ah oui, aussi, ce que je voulais dire en préalable, c'est que je viens du monde de l'ingénierie, du monde de l'ingénieur, du monde de la technique. Mais si j'ai fait de la sécurité, c'était pour sortir de la technique. Parce que la sécurité, c'est un problème universel, c'est un problème d'humain. Et les problèmes de sécurité, c'est pas la technique qui va les résoudre. La technique, les technologies vont apporter un élément de réponse de type technique, mais ça va pas être toutes les réponses. Et c'est ce qui m'a fait du bien en faisant un doctorat en informatique et en télécom, en faisant de la gestion de réseau et de la gestion de sécurité, de faire de la crypto et d'aller travailler avec les militaires, c'est de comprendre que tout ce qu'on faisait en technique, ça servait à rien si c'était pas intégré dans un environnement humain, dans un écosystème, dirions-nous aujourd'hui, du vivant. Et donc pour moi, m'intéresser à la sécurité informatique, c'était une façon d'aller vers l'universel, de sortir de la technique pour retrouver l'humain. Donc, cette notion de conscience, en regardant le dictionnaire, c'est toujours mon réflexe, j'ai essayé de partir de quelques définitions et de vous montrer comment ces définitions pouvaient être transposées dans le monde de la technique, dans le monde de numérique, et de voir comment les ingénieurs, les techniciens mettaient cette conscience en données ou en système d'IA. Alors, si on s'intéresse à la faculté qu'a l'humain de connaître sa propre réalité et de la juger, on peut se poser la question de savoir comment maintenant nous, humains, nous interagissons avec notre environnement via ces technologies de l'information qui sont complètement omniprésentes et qui deviennent de plus en plus invisibles. Maintenant, se passer d'un système d'IA, il faut vraiment le vouloir parce que c'est intégré, parce que c'est masqué. Bon, je vous rassure tout de suite, j'ai pas tapé dans n'importe quel moteur de recherche d'IA pour trouver des solutions aux questions que j'avais posées et j'ai pas demandé à des IA de me poser les questions que je voulais vous poser, etc. Voilà. Mais ceci dit, j'ai quand même indirectement utilisé de l'IA en faisant mon PowerPoint, parce que c'est un support PowerPoint qui, avec une correction automatique des fautes d'orthographe ou du soulignement ou de la suggestion de mots, bah, c'est quelque part, même si j'en veux pas, il y a quand même un peu de l'IA. Donc, si notre conscience aussi est un facteur déterminant de notre conduite, comment notre conduite est influencée par les technologies de l'information, par les services numériques que nous utilisons. Si la conscience est d'avoir une connaissance intuitive de soi, on va s'interroger sur la notion d'intuition et comment cette intuition peut être médiée, peut être conditionnée par des techniques d'intelligence artificielle. Donc c'était aussi une partie de l'activité psychique dont le sujet est une connaissance intuitive. Et là, on parlera un peu plus tard dans la présentation des implants neuronaux, de la captation de signal et de la façon dont on peut influencer et capter cette activité psychique et éventuellement la modéliser. Donc, si la conscience est un acte ou un état dans lequel le sujet se connaît en tant que tel et se distingue de l'objet qu'il connaît, eh bien là aussi, on essaiera d'apporter un éclairage sur cette façon, sur la perception de la conscience qu'on peut avoir en informatique. Et en fait, sans jamais oublier qu'il y a une grande difficulté à définir la notion de conscience de manière unique. Il y a des approches psychiatriques, philosophiques, euh, et ça dépend de la culture, d'une époque, d'un pays. Donc on a des orientations qui sont complètement différentes. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui peut-être sera enfin, pourra encore évoluer et j'ai pas la science infuse non plus. C'est vraiment un terrain exploratoire et c'est la première fois que je m'exprime sur ce sujet, des réflexions que je partage avec vous et j'ai pas l'intention de vous imposer quoi que ce soit, mais de vous apporter des éclairages de façon à ce que vous pouvez vous approprier aussi une façon de voir le monde au travers des lunettes informatiques, d'informatique ou d'informaticien. Alors, justement, j'en viens justement à interroger cette conscience au travers du prisme, pardon, de la monoculture numérique intensive. J'ai bien choisi mes mots, monoculture numérique intensive, parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'informatique, d'informatiser des activités. Ça résulte de choix politiques, économiques, qui vont conditionner effectivement notre vie. Et c'est comme dans l'agriculture intensive, le problème, c'est pas l'agriculture, c'est pas le mot agriculture qui pose problème, c'est le mot intensif. Et là, on a une espèce de réductionnisme, de façon de faire, dont on va expliquer peut-être un peu l'origine ou la façon de voir le monde, qui pose problème. C'est cette monoculture. Donc, qui dit monoculture dit oubli de la diversité. Et donc, il faudra que tout le monde, toutes les situations, rentrent dans une façon de voir, de coder la vie. Parce que l'informatique, c'est du code. L'intelligence artificielle, c'est de l'informatique, c'est pas autre chose. On peut rajouter tous les mots liés à l'humanisme, à l'éthique, à tout ce que vous voulez. C'est de l'informatique. L'informatique, c'est quoi? C'est un objet, un équipement électronique qui a des caractéristiques particulières et c'est des programmes qui exécutent des données
et on va donner à manger, à mouliner ces données pour avoir un résultat. Et l'intelligence artificielle, c'est une façon de traiter ces données particulières et qui a pu émerger du fait de la captation de données. Donc, un processeur, to process en anglais, en français, on parlerait de calculateur. C'est un processeur qui processe, qui va traiter, qui va faire des opérations arithmétiques et logiques. C'est des opérations arithmétiques et logiques, c'est du calcul mathématique. Donc, toute la complexité du monde et tous les mécanismes doivent être pouvoir transcrits en une suite d'opérations arithmétiques et logiques. Et de fait des contraintes matérielles pour la construction des équipements et des ordinateurs, il a fallu coder aussi toute la complexité du monde avec un langage qui a un alphabet avec 2 états, enfin un alphabet de 2 composants. Donc c'est du binaire qu'on a représenté avec des 0 et des 1, mais c'est pas le 0 décimal ou le 1 décimal, c'est une représentation d'une réalité. Donc on voit que pour dialoguer avec la machine, et le langage machine universel, c'est le binaire, c'est pas du français, c'est pas du chinois, c'est pas de l'américain, et qu'on a toute une sorte de processus de transformation pour arriver à l'exécution de ces opérations. Donc il faut imaginer notre réalité, la réalité de la machine, opération arithmétique et logique de base. C'est-à-dire le plus, le moins, la multiplication, la division et 3 opérations logiques qui est le ou, le et la négation. Donc toute la complexité du monde doit rentrer là-dedans. Toute la complexité du monde doit être codée en binaire. Donc on va faire des choix. Le codage, c'est une représentation, c'est une façon de voir le monde. Et là, on arrive dans ce réductionnisme, qui est de la réduction, hein, c'est de la compression, avec des choix de compression, et c'est du déterminisme mathématique. Donc, on a ce codage binaire, on a du stockage des données, il faut les stocker, il faut vous imaginer ces fermes de serveurs dont on a besoin. On a des interfaces homme-machine pour communiquer, enfin homme-machine c'est l'habitude, maintenant on pourrait dire humain-machine, mais ces interfaces de dialogue, ça c'est une interface de dialogue qui rend la vie plus facile, parce que moi je parle pas binaire, hein. Donc il a fallu aussi toute cette transposition, tout ce codage. Nous avons des réseaux de télécommunications, puisque moi je suis là, les centres de traitement sont ailleurs, et les données sont ici, elles sont traitées ailleurs, elles sont restituées à un autre endroit. Jusqu'à présent, et en tout cas pas très longtemps dans l'histoire de l'évolution des sciences et des techniques, ça fait à peu près 25 ans, la fin du siècle dernier, où on a des moteurs de recherche pour rechercher de l'information dans cette masse géante d'informations qui est le web. Donc le web, c'est quelque chose de récent. Jusqu'à présent, on utilisait des moteurs de recherche, et ce que fait l'IA, c'est qu'on va plus rechercher, c'est qu'on va avoir des réponses. Maintenant, on veut dialoguer d'une façon relativement conviviale et obtenir des réponses. Donc, on fait plus l'effort de rechercher. Mais attardons-nous 2 secondes sur ces moteurs de recherche et ces moteurs de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a créé tellement de contenu et que pour en faire quelque chose, des contenus, bah, il faut y accéder. Comment on y accède? Il faut les retrouver. Donc, il y a toute une logique de recherche de contenu qu'on a créé parce qu'il y en a trop. Et de plus on va créer des contenus, plus on aura de la complexité à rechercher. Et donc, plus on va déléguer cette recherche à des outils de recherche d'informations qui vont faire non seulement la recherche, mais la présentation de ces informations de façon à ce que ça puisse être acceptable pour l'utilisateur. Et quand je dis acceptable, c'est que ça corresponde plus ou moins, avec un degré plus ou moins vrai, de vraisemblance à ses attentes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si on a des machines parlantes, ce que fait ces machines, c'est pas du langage, c'est pas parler, c'est concaténer des bouts de séquence, des bouts de code. Donc il n'y a pas non plus, et la construction de ces systèmes, c'est une construction faite à partir de probabilités, de statistiques, encore des mathématiques. Mais on ne peut pas attribuer du sens humain à ces machines qui ne pensent pas, mais qui vont trouver des résultats qui peuvent nous satisfaire ou pas. Donc, on a vu arriver ces 2-3 dernières années, ce qu'on appelle des IA génératives qui vont générer du texte, des images, vont générer quelque chose à partir d'une façon dont on va s'exprimer, où on va interroger ces machines. Donc on a des assistants aussi, plus ou moins personnalisés. Mais ce que je veux dire, pour avoir utilisé ces systèmes d'IA générative, il faut rentrer dans leur logique de formulation des questions. Et là déjà, ça m'interpelle parce qu'on est obligé de penser comme la machine pense pour pouvoir obtenir, le meilleur résultat possible. Donc on s'adapte de facto, à la façon dont la machine est programmée, dont elle est capable d'obtenir. Après, il faut un petit peu effectivement, savoir manipuler ou exprimer des requêtes, ce qu'on appelle des prompts, pour retenir un résultat qui va assez bien. Je me suis amusée la semaine dernière à demander à une IA générative de m'expliquer une norme de sécurité, c'est mon domaine, j'en connais beaucoup, mais d'une norme qui n'existe pas.
Donc elle a réussi à me sortir un contenu, c'était nickel, il y avait la structure et tout, comme une vraie norme, mais la norme n'existait pas. Je lui ai demandé la référence, en lui suggérant ça pouvait être une référence de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle m'a sorti une référence qui n'en était pas une, mais qui ressemblait à une vraie référence. J'ai dit: «OK, merci». Enfin, j'ai pas dit merci parce que je vais pas jusque-là, on n'est pas si intime que ça, mais je lui ai demandé de comparer cette norme avec une vraie norme ISO internationale, machin. Il m'a trouvé des éléments de comparaison. Donc, non seulement la machine hallucine, mais moi aussi j'ai halluciné en fonction des résultats. Et c'était bluffant, quoi. J'ai celui qui n'y connaît rien, c'est bon, hein. Mais enfin, c'était impressionnant. Mais je pouvais lui faire dire le tout et son contraire. Donc c'est ça les IA génératives. C'est ce qu'on appelle des contenus synthétiques. On a fait une synthèse de ce qu'il a pu trouver sur le web ou ailleurs ou dans des bases de données. Et c'est ça les grands langages, enfin les modèles de langage pour entraîner les IA, c'est qu'on va lui donner à manger des données, des données, des données. On va pondérer les données, les résultats, faire varier ces résultats en fonction des requêtes, et puis il va nous sortir probablement une réponse. Il m'a donné une réponse que j'attendais sur un truc qui n'existait pas. C'était top. Enfin bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des contenus synthétiques, mais qui vont être donnés à manger à des IA génératives qui vont faire des contenus synthétiques, de contenus synthétiques, de contenus. Mais c'est pas grave, on aura des besoins d'indexer, de rechercher, de retrouver. Donc on a créé un problème, mais on a créé une solution pour le problème qu'on a créé. Et c'est le serpent qui se mange la queue. À un moment donné, il faut aussi peut-être se poser des bonnes questions. Donc, on est dans le culte du calcul, de la performance, de l'efficacité. Et je dirais maintenant, je rajouterais de l'appropriation de valeur, parce que comment ont été nourris ces langages, ces modèles de langage pour trouver et sortir des contenus synthétiques, mais par toute la création de contenus faite par les humains, faite par les entreprises faite par le bien commun. C'est une réappropriation des communs pour une entreprise particulière pour faire des services, etc. Donc ça aussi, il faut jamais perdre de vue qu'elles sont pas nées de nulle part. Elles ont lu la Bible, elles ont lu tout un tas de documents. Et souvenez-vous, pour ceux qui surveillent un peu ce domaine depuis quelques années, au début de Google, Google a digitalisé, enfin capté toutes les bibliothèques. Au défi de tous les droits d'auteur, de propriété intellectuelle et tout. C'est ouvrir les bibliothèques à Google au monde entier. Bah oui, eux, ils ont alimenté leur moteur de recherche hein, et leur moteur de réponse. Mais c'est ça, on s'est fait piller, déposséder de toutes nos ressources, en tous les cas informationnelles. Alors, d'un point de vue d'informatique, l'information, c'est une chose, la donnée, c'est ce qui est traité l'information, c'est lié au sens et puis, la donnée, c'est ce qui est traité par l'ordinateur et la connaissance, c'est ce qu'on fait des informations. Donc, on a eu à la mode la société de l'information, avec le sommet mondial de la société de l'information à Genève en 2003. On nous prédisait le règne de la société de la connaissance. Je suis pas sûre qu'en accédant à des livres à distance, on soit on ait plus de savoir, plus de connaissances. Et là aussi, mais je vais pas rentrer dans ce discours-là, entre connaissance, savoir, information, données. Mais en point de vue d'un informaticien, les connaissances, c'est quoi? C'est des contenus. Ça peut représenter n'importe quoi, tout le monde saura que c'est des contenus qui est du codage, c'est une représentation d'un codage, et c'est une représentation visuelle pour nous les humains. Et pour accéder à cette connaissance, il faut y avoir accès. C'est-à-dire, il y a du réseau de télécommunications. Donc là, on s'interroge aussi à toute l'infrastructure technique, matérielle, logicielle, toute l'organisation qu'il faut avoir derrière pour rendre ces connaissances accessibles. D'accord? Donc on est dans cet environnement déjà d'une grande complexité. La technique, qui a ses contraintes de technicien, et puis l'interface qu'on va avoir avec le reste du monde. Alors, ce qui nous arrive aussi depuis quelque temps avec l'évolution des sciences et des techniques, c'est la miniaturisation des technologies, hein, avec les nanotechnologies et les puces électroniques. Mon chien, je ne sais pas si vous l'avez vu, est venu avec moi ce soir, mais il est déjà pucé, hein. J'ai pas eu le choix. Si je voulais un chien, il fallait qu'il ait une puce. Il a une puce dans le cou. Alors comme c'est un tout petit chien, la puce, ça se voit bien encore, hein. Donc je veux dire, et pourquoi je vous raconte ça? C'est pas un hasard, parce qu'on a cette convergence de l'électronique, la puce électronique, c'est un équipement électronique avec le biologique. C'est pas de la convergence, c'est de l'intégration. Les humains se font pucer, des pacemakers sont connectés, et donc on a cette convergence des nanotechnologies, c'est-à-dire du petit, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Et là, on est dans ce règne de NBIC. C'est pas une série policière. Mais ceci dit, maintenant, il faudrait interroger la conscience au prisme de ces nouvelles technologies, de ces nano, bio, et technologies informatiques et de sciences cognitives. Donc, convergence technosciences, neurosciences. Avant, c'était deux mondes séparés, deux types d'expertise qui convergent. Je suis pas sûre enfin bon, on va pas en discuter. Biologie informatique. Alors, euh,
ce qu'on voit apparaître, c'est des capteurs, des implants neuronaux, des protocoles de communication et bien sûr, toute cette économie de l'attention. On sait très bien maintenant que tous les services que nous utilisons de l'internet sont faits pour, qu'on soit connecté le plus longtemps possible, qu'on transmette de l'information le plus longtemps possible et capter l'attention. C'est pas très récent, la télé, c'était déjà ça, c'est l'économie de l'attention poussée à l'extrême et sans limite. Heu, donc cette captation de l'attention, à partir de cette notion d'économie de l'attention qu'on pourrait développer si on traitait que de ça ce soir, je l'ai mis en relation avec cette faculté à être ou d'être en relation, de mettre en relation que devrait être la conscience. C'est la relation que j'ai avec moi-même, la relation que j'ai avec le reste du monde, c'est la présence à moi-même, c'est la présence à soi et la présence à l'autre et au reste du monde, mais c'est de l'attention. Donc comment ces concepts-là qui nous sont plus ou moins intuitifs, humains, utilisés depuis longtemps, ont été réappropriés par des personnes qui font des capteurs, des implants neuronaux, qui font de l'informatisation et qui vont monétiser, transformer ces informations en produits finis. Alors on pourrait voir cette analogie avec tout ce qui est aussi pour la santé, la médecine, c'est ce qu'on nous met toujours en avant. Bien sûr, ça peut résoudre des problèmes, mais n'oublions pas qu'en médecine, il y a des maladies orphelines parce qu'elles sont pas rentables. Donc là, on va chercher, comme on est dans le monde économique très prégnant, on va chercher la rentabilité et tout doit être rentable. Donc on a évoqué la miniaturisation et l'invisibilisation. Quand on est connecté avec un film, on voit pas la technique. On est complètement intégré, c'est invisible et c'est de l'automatisation. Alors, j'en viens à m'interroger sur la relation qu'on peut avoir avec le réel, la réalité et le virtuel. C'est-à-dire moi et mes perceptions, mes sentiments, mes volontés, mes intuitions, mes imaginations, mes créations, mes actions, mes réalités, mes identités. Eh bien, tout ça, désormais, c'est médié par des technologies de l'information. Donc, l'intelligence artificielle, il faut vraiment comprendre que on est dans une rupture civilisationnelle qui a déjà eu lieu. Ça structure notre société, ça oriente nos choix, ça conditionne notre vie. Et regardez les nouveaux métiers, c'est les influenceurs. Et vous passez des infos ou n'importe quoi, entre filmer des informations du monde d'avant avec la télé ou autre, ils vont nous commenter des réseaux sociaux, des abonnés, des followers et tout ça, hein. Donc on est vraiment dans cette conditionné par nos pratiques numériques que nous avons choisies et qui nous sont peut-être aussi imposées. Et ce faisant, on a introduit l'artificialisation du réel. L'intelligence artificielle, c'est un artifice, c'est un artefact. C'est pas du réel, c'est quelque chose de créé qui est le fruit d'une culture politique, économique, technologique dans une époque donnée. C'est le fruit de notre époque. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est de considérer l'IA comme dans une optique de réduire l'incertain. Donc si on réduit l'incertain, c'est arrêter le hasard, c'est la fin du hasard. Parce que le hasard, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler. Ce qu'il y a de bien avec l'IA, c'est qu'on maîtrise le passé, le présent et on prédit le futur. On a dépassé le temps réel puisqu'on est dans un temps prédictif. Parce que si vous avez fait ça, si vous avez posté telle photo et machin, on va pouvoir prédire, enfin, à faire des inférences sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, ce que vous allez faire. Et si on peut prédire tout ça, on peut aussi l'influencer et le conditionner. C'est ça, la façon dont ça oriente nos choix. Il faut comprendre maintenant que dès lors qu'on poste une photo sur Internet, il y a des logiciels d'analyse des photos qui vont, selon leurs propres règles, qui nous sont complètement obscures et invisibles, vont déterminer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous aimez, etc., etc. Ça, c'est des brokers de données qui vont s'en emparer. Ça va être vendu pour des agences de publicité, voire des agences de renseignement. C'est pas incompatible les deux. Donc on sait faire du profilage et de la surveillance de toutes les traces laissées sur Internet, d'où l'intérêt de forcer les gens ou de les inciter, dirons-nous, à être connectés le plus longtemps possible. Et on n'est plus dans la donnée, on est dans une logique de flux. Ce qui est intéressant, c'est les flux, c'est ce qui bouge. Et ce qui bouge, c'est du mouvement et c'est la vie. Celui qui maîtrise le mouvement maîtrise la vie. Souvenir aussi que la géolocalisation et la personnalisation des services sert aussi à ça. Maîtriser la localisation des individus et leurs déplacements, c'est maîtriser la vie. La vie. On pourrait en venir aussi. Donc on est en train de construire un monde dont nous, humains, on dépend d'une certitude, du concept de certitude que pourraient avoir les algorithmes. Parce que si la machine, elle est dit non, vous rentrez pas dans la case, vous rentrez pas dans la case, hein. Si c'est non, c'est non. Il y a pas à discuter, il y a pas de recours possible, hein.
Alors, j'en reviens aussi, dans cette approche et ce qu'on a tous appris: «Je pense donc je suis», que l'on peut aussi interpréter: «Je doute donc je suis», et la question que je me suis posée, c'est: qui suis-je? Si du code informatique se substitue à mon travail de réflexion, d'analyse et mon travail de pensée. Alors peut-être ça peut me faciliter la vie, j'irai peut-être plus vite, je me fatiguerai pas la tête, j'aurai peut-être moins mal à la tête, mais qui suis-je? Si je délègue ma faculté d'être humain, c'est-à-dire d'analyser et de produire quelque chose et de définir des actions en fonction de ce que j'ai analysé, c'est à mon avis, une question qu'il faut ne pas oublier de se poser. Qui suis-je si mes pensées sont influencées, conditionnées, médiées par des systèmes d'IA? Qui suis-je si ma singularité est normée? Parce que même s'il y a de la personnalisation des services, c'est juste, c'est pas de la personnalisation, c'est de l'identification des personnes et c'est du profilage, pour rentrer dans des normes comportementales. Qui suis-je si je suis transparent, sous surveillance et pilotage informatique? Qui suis-je si les pouvoirs injonctifs de l'IA m'empêchent de douter? Et c'est ça, on en est là. Donc là, voyez bien, en se posant ce type de questions et en nous interrogeant, nous, moi, vous, ça, chacun d'entre nous, avec sa propre singularité, avec la relation qu'il a avec des IA ou qu'il ou elle veut avoir avec ces systèmes d'IA, on arrivera peut-être à accepter, à refuser et à peut-être pas non plus à tout, enfin, à alimenter ce système qui est un système mortifère. Alors, j'en reviens sur mon notion d'identité. Et on pourrait faire le lien encore avec la conscience, le soi, le self, mais ça, Jacques, vous le ferez très bien là bientôt. Et je me suis intéressée sur ce mot, ce glissement sémantique, le selfie. Le selfie, qu'est-ce que ça voulait dire? Et la question que je me suis posée, est-ce que maintenant le selfie va nous servir de notre propre conscience? Est-ce que c'est ça notre identité projetée et notre relation qu'on aura à nous par rapport, au selfie? Donc est-ce que c'est un acte par lequel la personne est consciente d'elle-même? C'est des vraies questions ça, hein, et j'ai pas forcément la réponse, mais c'est des questions, me semble-t-il, qui méritent, en tous les cas, de s'y arrêter. Et l'autre question qui vient naturellement, ensuite, c'est celle des avatars et des mondes virtuels qui sont bien réels, ces métavers, ces méta-univers, où on va trouver des doubles numériques et des ombres numériques, où on va laisser beaucoup de données comportementales et de localisation, mais dans les selfies aussi pareil. Ce qu'il faut voir aussi, que c'est aussi beaucoup de données biométriques et des données biologiques, mais j'en reviens aussi dans cette délégation des actions pour simplicité à des agents d'IA, eh bien, on va mettre en place des systèmes d'identification pour identifier l'agent IA et lui donner le droit d'agir en notre nom. Et vous avez maintenant des nouveaux services, vous allez passer un week-end à Paris, imaginons, eh bien, le système d'IA va pouvoir, sans que vous ayez une interaction avec le système. Vous lui donnez: «Je vais aller à Paris de telle date, ça va me coûter tant». Il va vous trouver toute la chaîne d'actions à faire, il va le faire à votre place. Mais pour que les transactions commerciales puissent se faire, il faudra avoir homologué le système d'IA et lui avoir donné le pouvoir de votre identité. Et donc, on n'est plus dans l'identité, mais on est dans l'identification. Et donc, on est déjà dans ce monde où des IA peuvent nous représenter, c'est nous doubles numériques. Ça peut être aussi des ombres numériques. Les ombres, ça sera plus par rapport à toutes les données qu'on va pouvoir laisser. Mais donc, on est dans un système pas d'identité. On réfléchit pas dans le numérique, dans l'informatique, sur la notion d'identité, parce que seul compte l'identification. Et on n'a plus besoin du nom de la personne pour être identifié dans un monde numérique. Et je vous ai donné cet exemple de QR code, piqué sur internet. C'est un système d'identification. Mais les informations qui sont codées, je suis pas capable de les lire. Aucun humain n'est capable de lire ces informations. Donc je vais utiliser et je vais faire confiance à un système que je peux pas lire. Donc je peux pas lire, je peux pas connaître, je peux rien. On est quand même un peu chez les fous là, hein. Mais c'est quick response code, ça va vite, hein, soi-disant. Enfin, on voit pas toute la complication qu'il y a derrière. Donc se souvenir que plus on va utiliser des QR codes, plus on se met en fragilité par rapport à ça, plus on se met en dépendance. Donc si j'en reviens sur ce fait, qu'on n'a pas besoin d'avoir une identité, mais d'avoir un identifiant, et on nous promet que cette identification, le Swiss ID ou autre, hein, il y en a tout plein, qui peuvent se faire aussi avec une vidéo selfie, c'est pas mal. On en revient à ce qu'on disait par rapport à cette représentation de soi. C'est toujours pour des problèmes de sécurité, c'est pour notre bonheur bien sûr, c'est toujours pour avoir plus de confiance dans le système, parce qu'en ça on est à peu près sûr, quoique ça n'empêche pas le piratage. C'est aussi, pour savoir qui va être responsable en cas de problème, donc pour imputer des actions. Et là, j'en viens
un sujet qui m'est cher, qui est la santé personnalisée. On pourrait parler du dossier médical aussi, mais ça, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cette identification et de cette délégation de confiance à des systèmes d'IA. Donc j'en viens maintenant à cette notion de mémoire qui est toujours pour moi liée au conscient et donc aussi à l'inconscient, qui a et se poser la question, c'est qui maîtrise le stockage? De quoi on a besoin pour maîtriser ce stockage? Donc on a des mémoires numériques qui sont des tailles potentiellement infinies, mais qui se basent sur des ressources bien concrètes. On a vraiment des problèmes de ressources naturelles, de ressources humaines et de ressources énergétiques. Bientôt, on va devoir se passer d'électricité pour donner de la priorité en alimentation énergétique à ces systèmes d'IA. Donc si on commence à questionner l'IA, il faut aussi questionner l'écologie qui va avec et toutes les questions environnementales qui sont touchées par de toujours plus d'IA. Et ça, on en parle très peu. Et en fait, ces mémoires-là sont d'une grande fragilité. Vous l'avez vu si vous avez lu le roman Off, quand tout s'éteint, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pas d'électricité, pas d'informatique. Mais là où on devient pervers, c'est quand il n'y a pas d'informatique, on ne peut pas avoir d'électricité. Donc on a créé, nous, humains, des risques complexes avec des interdépendances qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est la science et la technique. Parce que toutes les catastrophes naturelles sont amplifiées par la façon de faire l'informatique. Et c'est pas l'informatique qui est en cause, c'est l'organisation et c'est la façon de l'appliquer. C'est comme quand on a des enfin bon, c'est autre chose, je vais m'égarer, je dirai pas ça ce soir. Alors, j'en reviens à ma mémoire avec la représentation individuelle et collective de la mémoire. Les deux sont liés, pardon. Donc, qui maîtrise le cycle de vie des données et de leur exploitation? Qui maîtrise les narratifs? Parce que là, on est dans le récit, hein, on est dans le récit. Et pourquoi j'ai insisté sur présent, passé, futur? Parce que ce sont des données stockées dans des serveurs qui sont contrôlés par des tiers. Donc, celui qui contrôle d'une façon licite ces serveurs maîtrise le passé, peuvent les modifier, maîtrisent le présent et orientent le futur. Et ça, c'est très, très, très grave et on le voit déjà arriver, si on suit un peu l'actualité, on peut comprendre, ce qui se passe dans certains pays du monde avec cette notion de pouvoir accéder à toutes les bases de données publiques et gouvernementales pour faire de l'optimisation et de l'efficacité. Donc cette capacité de maîtriser, c'est notre histoire, mais si j'ai plus d'histoire, qui suis-je? Et s'il y a plus rien de vraiment fiable, c'est compliqué, hein. Et comment rendre l'autre fou? Bah, c'est en modifiant tous les repères. Et là, on est en train de pouvoir le faire. J'insisterai encore un tout petit peu sur ces notions de conscience et de langage. Donc ces machines qui parlent, ne parlent pas. On a une illusion de langage, c'est la lampe d'Aladin qu'on frotte et qu'on a une espèce de mirage. Donc les machines ne parlent pas, les androïdes non plus, les robots, même s'ils nous ressemblent, ils ne parlent pas. L'IA produit une suite de caractères et l'IA peut raconter n'importe quoi. Donc des blablas, des erreurs, des hallucinations, on trouve ça drôle d'utiliser le mot hallucination, moi je suis pas sûre que ça soit très drôle. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, que tout ce qui pourrait ressembler à de l'humain dans la machine, c'est que de la simulation. Et ça, on sait très bien. C'est copier, c'est simuler. Mais si c'est simulé, c'est pas pour de vrai, hein. C'est faire semblant. Donc les machines, en termes de sentiments, font semblant. Mais on a cette espèce de proximité, d'empathie. Et en plus, comme on a l'impression qu'elles nous comprennent et qu'elles nous aiment, mais c'est génial. Alors, ce qui m'a aussi interpellée, c'est cette nouvelle façon, enfin cette façon qu'ont, les dirigeants et notamment, les seigneurs de la tech d'utiliser des mots qui nous sont chers comme l'éthique, comme l'humanisme et cetera, pour, pour modifier le sens des mots. Donc on a l'impression que tout est sous contrôle parce que les mots sont là, mais les mots ont été vidés de leur sens et je fais allusion donc effectivement à cette novlangue, qui, réduit le vocabulaire, qui change le sens des mots pour empêcher la pensée. Et là, on est vraiment dans cette façon d'utiliser le langage. On a même inventé les données altruistes, comme si les données du binaire pouvaient être altruistes. Mais tous les mots qui vont bien avec l'humanitaire, l'humain, l'essence sociale et l'éthique, c'est réapproprié. Mais si vous regardez près, ça ne veut strictement rien dire. Donc attention aux mots. Mais on est en train de se laisser déposséder de notre langage. On voit bien avec les émoticônes, les machins, on est revenu au temps des hiéroglyphes pour représenter des trucs, hein. Alors, si on sait que le langage naît des interactions sociales, il faut se poser la question de quel type d'interaction sociale nous avons à travers des chatbots, à travers des réseaux sociaux ou avec des technologies informatiques. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'ification des rapports sociaux. Donc, tous les rapports sociaux sont médiés par l'IA. On n'a qu'à voir ces sites de rencontres qui vous promettent de trouver l'amour correspondant à vos besoins.
Donc, être conscient de quelque chose et pouvoir l'exprimer, il faut avoir la maîtrise du langage. Je suis pas sûre qu'on continue à avoir cette finesse du langage nécessaire, à l'expression de nos sentiments et de nos connaissances. Donc ça dépend de différentes aptitudes sémantiques et du langage, mais les aptitudes sémantiques, le sens, les IA ne l'ont pas, hein. Alors, j'en viens juste, une allusion sur ces neurotechnologies, ces implants cérébraux. Vous voyez, un implant, c'est même pas une pièce de 1 franc, qui va communiquer, avec des technologies sans fil, des systèmes informatiques. Alors bien sûr, on peut réparer l'humain, peut-être, de certaines affections mais on peut pas, c'est pas augmenter l'humain, c'est le réparer ou c'est le modifier. On peut faire de l'enregistrement de signaux, donc on peut faire de la quantification de l'activité cérébrale, mais si on peut enregistrer des signaux, capter des signaux, les transmettre, on peut les pirater et accéder d'une façon illicite. Donc je ne veux pas vous faire parler trop de cybersécurité, de cybercriminalité ou tout ça, mais il faut savoir que tout ce qui est connecté est piratable, tout ce qui se transmet est piratable et détournable. Donc on peut penser aussi aux actions plutôt malveillantes qui pourraient être faites à partir de cette informatisation à l'outrance de toutes les activités, de toutes ces transmissions. Mais c'est un autre sujet. Ce j'en reviens sur cette si on enregistre un signal, il est codé, il est sur un support électronique, donc c'est matériel. Mais est-ce qu'on on je veux dire, il faut pas confondre cette matérialité du signal avec ce qu'est la pensée. Et là, les informaticiens font le sens. Déjà, ils maîtrisent pas tous les mots, mais là, le raccourci, il est vite fait. On a un signal, on a de la pensée. Ben non, c'est pas tout à fait ça. Alors, peut-on coder la conscience? Ça, c'est une question en binaire, mais si on peut vous dire, on a capté un signal, on l'a codé en binaire. OK, mais est-ce que c'est de la conscience? Et alors, l'embarquer et l'incorporer, ça, c'est les mots à la mode, surtout en anglais, dans un système électronique, dans une IA, parce qu'on voit bien que le lien de la conscience avec le corps, c'est important. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important que nous faire croire que les machines sont des hommes comme les autres. Ceux des femmes, ça compte moins bien quand même. Donc, mais alors, non, je plaisante, bien sûr. Je me suis aussi posée avec le mot conscient, j'ai un peu dérivé sur quid sur la mauvaise conscience parce qu'on est tous: «Ah aujourd'hui j'ai mauvaise conscience, j'ai pas» bon, mais et bien sûr cette phrase de Victor Hugo de son poème, ces derniers vers de son poème dans la légende des siècles sur la conscience bien sûr: «Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn». Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse et qui m'a bouleversée depuis longtemps. Et pour moi, cet œil, c'est, l'œil de la caméra de vidéosurveillance, à reconnaissance faciale et à reconnaissance de ce que vous voulez. C'est l'œil de la caméra embarqué dans notre téléphone, dans notre PC. Donc la question, est-ce que l'œil divin, c'est l'œil de la vidéosurveillance algorithmique? On va pas faire ce raccourci, mais je suis sûre qu'il y en a qui peuvent le faire aussi. Et c'est facile de faire ce lien puisqu'il voit tout, elle voit tout cette caméra. Elle peut tout interpréter, tous les déplacements et faire des inférences, des croisements, des analogies. Et si on s'intéresse à la conscience en lien avec le bien et le mal, qui, dans les algorithmes, définissent le bien et le mal? À qui on va déléguer cette tâche de savoir ce qui est bien ou mal? C'est des mercenaires de l'IA. Je suis pas sûre que ce soit un avenir agréable quoi, auquel on a envie d'adhérer. Donc c'est toutes ces questions-là dans lesquelles il faudrait pouvoir nous, public, grand public, population, ma michue que je suis, s'emparer pour oser dialoguer avec les techniciens de l'IA qui ne croient qu'en l'IA et qui vont parler ou jurer que sous le prisme de la performance et de l'efficacité. Mais entre la performance, le codage informatique et des notions que nous venons d'évoquer, il y a quand même un pas qu'eux ne vont pas hésiter à franchir, mais quand même. Donc être sans conscience, c'est être sans scrupule, c'est être pragmatique. Et je vous rassure, les algorithmes sont conçus pour ça, pour être pragmatiques. Les scrupules, ils connaissent pas, hein. Donc c'est être inconscient. Donc de là leur dire que les algorithmes vont avoir de la conscience, il y a des choses qui sont un peu en contradictoire. Donc ne pas se poser de questions, mais formuler des requêtes à l'IA, est-ce que c'est notre façon de déléguer, nous, notre conscience à un système d'IA? Vous voyez, il y a plein de questions qui pourraient être développées ou étudiées. Alors, est-ce que j'aurais envie de refouler ma mauvaise conscience ou déléguer ma mauvaise conscience à la machine? Ça peut être une facilité pour me déresponsabiliser de la banalité du mal. Peut-être que ça peut être assez tentant. Et effectivement, si on considère que les douleurs de la conscience sont des choses dangereuses, extirpons la conscience, il n'y aura plus de douleur. Mais c'est ce qu'on nous fait croire avec la fin de la mort, avec le transhumanisme. Donc je ne vais pas parler ou développer le transhumanisme, je pourrais faire une conférence dessus une fois ou l'autre, mais c'est ça, c'est vers ce sur quoi on va et c'est ce qui permet de justifier, ces courants technologiques, de cette technologisation du monde. Heu
et cette réappropriation de ces réflexions philosophiques. Donc, pourquoi va-t-on faire ça? Quelle finalité? Ne pas prendre conscience, empêcher l'évolution de la conscience humaine, développer l'individualisme absolu déconnecté du réel ou fabriquer du réel. Et on est dans un autre monde, hein. Alors j'en viens à m'interroger sur qu'est-ce qu'un humain? On pourrait dire qu'est-ce qu'un soignant? Alors, c'est plus qu'une personne faite de cellules, d'atomes, de données ou de codes informatiques. Mais dans le monde informatique, par les informaticiens, un humain, c'est un système d'information sur lequel on va extirper des données et qu'on va pouvoir mettre à jour, upgrader comme un ordinateur. Et on nous a développé cette notion de pensée computationnelle. Déjà, c'est un antagonisme. C'est faire penser les humains comme la machine, c'est-à-dire en vrai ou en faux, en dualité. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas les nuances. Donc, si tu es d'accord avec moi, ça va bien, mais si tu n'es pas d'accord, on va pas discuter. Si tu n'es pas d'accord, tu es mon ennemi. Et c'est ça cette pensée computationnelle et qui est à mon avis dangereuse et qui, contribue à la violentalisation, à la violence des échanges et des rapports sociaux. C'est encore plus de violence de fait de cette pensée computationnelle et regardez, soyez attentifs, tous les mots qui viennent de l'informatique qu'on utilise dans le langage courant. Se mettre à jour, enfin, il y a plein de mots. Bon, en fait, on a vu convergence et intégration biologique numérique. Mais on voit que c'est une approche matérialiste poussée à l'extrême et on ne fait plus la distinction entre un humain et une machine et c'est là où on a tout faux, c'est de nous faire croire que la machine nous ressemble et nous, est empathique. Alors j'en viens, j'ai peur d'avoir trop de choses à vous dire, donc je fonce un peu, mais j'ai regardé la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux sous l'œil des big tech. Les besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement, bah, il y a de la techno partout. S'il y a de la techno informatique, du numérique, il y a de l'IA partout. J'ai fait la même réflexion avec, dans mon environnement, ce que ça voulait dire pour moi, ici et maintenant, pour les individus, pour les familles, pour, la vie et les campagnes, les vaches sont pucées, les animaux domestiques sont pucés, les animaux sauvages sont pucés. Les premiers à avoir été pucés, c'était les baleines, mais c'était pour leur survie. C'est comme on va nous envoyer des satellites encore un peu plus dans l'espace, mais c'est pour récolter des données pour prévoir le climat et la météo et c'est pour sauver le climat, hein. Donc on voit que tout il y a plus un champ qui est épargné ou un domaine qui est épargné par cette informatisation à l'outrance. Ce sont toutes les organisations publiques et pays et publiques et privées, pardon, ce sont les États et ce sont les pays. Donc on a de la gouvernance algorithmique partout, heu et on va gérer les espaces publics, les familles, les individus, les fermes, les animaux, l'État, avec comme on gérerait une entreprise. Parce qu'on a une logique de profitabilité, de rentabilité, parce que toutes ces technologies sont issues du monde de l'entreprise et de la performance, économique. Ce sont les mêmes et c'est les mêmes conseillers qui vont conseiller, les entreprises, qui vont conseiller le conseil fédéral, hein, ou d'autres, dirigeants, hein. Donc c'est les mêmes, ils sont partout, mais sur terre, mais ça suffit pas. On les a en mer avec les câbles transcontinentaux, les câbles sous-marins avec des enjeux de puissance et de souveraineté assez importants. On l'a dans le ciel, dans l'espace et dans l'univers. Donc il n'y a plus un champ qui reste inexploré ou inatteignable de ces technologies. On pourrait aussi, développer, mais ça veut dire quelque chose de ce maillage, heu, de notre vie, de notre environnement, par ces technologies et quand on parle technologie, on parle de fournisseurs de technologies et ça, c'est aussi très important. Et souvenez-vous peut-être, au début du web et j'y ai rêvé, c'est le réseau qui libère, qui ouvre sur l'extérieur. Maintenant et le web avec le nom de filet et c'est le filet qui emprisonne. Et quand on est profilé, pour sortir du profilage qui est fait de vous, c'est complètement difficile. Quand vous tapez sur un moteur de recherche votre nom, qu'on vous sort des informations, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, que vous les avez données, qu'elles ont été déduites des données que vous avez données, des métadonnées, qu'elles soient inférées par des systèmes d'IA, vous ne maîtrisez plus rien. Mais c'est gravé dans le marbre électronique. Donc ça, c'est cette dimension-là qu'il faut comprendre aussi dans le monde dans lequel nous vivons pour essayer d'évoluer. Alors j'en reviens aussi à cette conférence fondatrice où on a utilisé le terme intelligence artificielle en 1956. Donc j'extrais quelques extraits. Nous proposons d'étudier l'intelligence artificielle. Nous faisons l'hypothèse que tous les aspects de l'apprentissage et de l'ensemble de ce qu'on appelle l'intelligence peut être décrits de manière si précise qu'on peut les simuler à l'aide d'un ordinateur. On est dans la simulation.
C'est la base de la simulation, c'est pas autre chose et c'est de l'informatique. Donc là, quelques photos des pères fondateurs. Je me suis posé la question en tant que femme, où étaient les mères? Bon, ça, on a la réponse, mais aussi plutôt, pour élargir, la place pour la diversalité et dans la diversalité, j'inclus diversité et universalité. Donc là, on a une vue biaisée, restreinte, restrictive de ce que peut être l'intelligence traitée par un ordinateur. Merci messieurs. Ils ont fait des bonnes choses, certes, mais ça ne peut pas être réduit. Ce réductionnisme-là n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Alors, j'irais faire allégeance à l'IA, c'est-à-dire l'accepter telle qu'elle sans la questionner, c'est faire allégeance à ses fournisseurs que nous n'allons pas nommer, mais que vous connaissez. L'IA, faut pas oublier, c'est pour faire des affaires, mais c'est aussi pour faire la guerre. On en sait quelque chose à l'heure actuelle. L'IA, c'est pour transformer le réel et sa perception du réel. C'est l'IA pour se substituer à quelque chose. Quand on, enfin, c'est substituer à des personnes qui travaillent, par exemple. L'IA, c'est fait pour surveiller, contrôler, éventuellement récompenser, mais surtout punir. Et là, je vous ai trouvé la photo du panoptique de Michel Foucault. Donc, quand on fait allégeance à des fournisseurs, on fait surtout allégeance à des systèmes d'IA propriétaires et privés. Alors, cette illusion d'un numérique salvateur, ça c'est les promesses et les récits de cette économie numérique, de cette fuite en avant technologique, on pourrait traduire en course à l'armement numérique. Il faut surtout pas être en retard par rapport à la compétition. Mais on n'arrête pas d'augmenter le nombre d'équipements, de données, de flux de surface d'attaque, puisque plus on sera connecté, plus on sera attaqué et plus de dépendance. On pourrait aussi développer, mais les menaces sont là, les vulnérabilités sont là et elles sont persistantes. Donc on a construit un monde fragile sur lequel nous sommes devenus dépendants. Alors, pourquoi ça a été possible? Parce qu'il y a des récits, des promesses et des prophéties. Et là, la promesse, qui peut être codée très facilement en informatique, c'est si la promesse est non tenue, alors il faut plus de technologie, plus de performance et plus d'IA. Sinon, recommencer, c'est-à-dire une boucle infinie. Ça marche, quoi. Mais on peut payer comme ça à l'infini. Et ce faisant, on développe un marché qui est très lucratif. Alors, quand on parle d'innovation et de progrès, il faut peut-être se poser la notion de ce que ça veut dire. Je suis pas sûre qu'on innove beaucoup, qu'on répète en tous les cas, euh, et que cette notion de progrès telle qu'on l'a développée depuis quelques siècles déjà, je l'ai interprétée sur je vais vous lire la phrase, pardon, ce que nous avons fait subir aux vivants par la destruction de la biodiversité, nous continuons de le faire avec l'informatisation de la société et l'IA. Et on a les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Le rapport Mido 1972, on savait ce qu'il fallait faire pour sauver le climat, la planète, les ressources, la biodiversité, on l'a pas fait. Mais on le savait. Alors j'en viens aussi sur cette interprétation de ce que veut dire le culte ou d'adhérer au culte du calcul et de la performance informatique en se posant la question, est-ce que l'IA, ça pourrait être un catalyseur de paresse, d'excuses, de délégitimation de l'intelligence humaine? On peut se poser la question. Pour montrer la façon dont ces techniciens, ces informaticiens pensent, et moi j'y ai cru, et pendant 20 ans j'ai fait ça aussi, je reconnais, et les 20 ans qu'on suivi, j'ai dénoncé ça aussi, hein. C'est tout ce qui, pour que ça soit codé, traité d'une façon informatique, il faut que ça soit codé. Si ce n'est pas informatisable, c'est soit ça n'existe pas, soit c'est obsolète, soit c'est inefficace, soit c'est irrationnel, ou c'est incompatible avec le progrès. Donc c'est ça le postulat. Donc il faut faire rentrer la réalité là-dedans. Et ça, enfin tout ce qui existe, ça doit être disrupté, c'est-à-dire remplacé par un système propriétaire, un modèle d'IA. Et si ça peut pas être remplacé, ça doit être éradiqué. On en est là, hein, dans l'informatisation de la société. Alors quelques constats. Ben, on a une pensée libertaire poussée à l'extrême. On a vraiment cette logique de rationalité, privatisation qu'on appelle aussi innovation de rupture, mais on casse beaucoup. On a cassé des intermédiaires pour réintroduire des nouveaux intermédiaires avec de nouveaux modèles économiques. Et là, on pourrait passer du temps, mais ça serait passionnant de parler des crypto-monnaies, des blockchains, de montrer comment cette pensée de ces nouvelles thèmes de monnaie a influencé tout le développement informatique et de l'IA et a transformé le pouvoir et à enlever le pouvoir à certains pour le donner à d'autres en changeant la réalité pour tous. Alors, j'en viens à un peu, enfin, à parler de cette approche du marteau et du clou. Quand on est un marteau, tous les problèmes sont des clous. C'est ça ma monoculture intensive, hein. Et donc tout problème sociétal doit être résolu par un programme informatique. On en est là, hein.
et avec une croyance forte dans ça, hein. Et on doit remplacer toutes les décisions humaines, qui sont bien sûr irrationnelles, parce que basées sur des émotions, par des systèmes rationnels, qui sont des systèmes mathématiques. C'est ça, cette pensée de ceux qui portent cette IA. Alors, on a mis en place des systèmes techniques contrôlés par une petite élite. On a créé du chaos pour que l'élite technologique propose la solution. Hein, bon, mais c'est ça, on a une expertise technique qui, se substitue, à l'expérience, vécue, à toute autre forme de vie, et on a cette logique de contrôle des infrastructures numériques, des informations, de ce qui est vrai ou pas, de l'optimisation, non pour la justice et l'égalité, mais pour l'efficacité et le contrôle. Et c'est le contrôle de l'idéologie et le contrôle des croyances. Et là, on pourrait parler de désinformation, de fake news, de deepfake, et cetera. Et là, il y a aussi beaucoup d'erreurs. Donc, devons-nous accepter le jusqu'au boutisme du remplacement et l'érosion et le démantèlement des capacités de résistance? Parce que là, on a du mal à résister à ça. Et de même de comprendre ce qui se passe, parce que l'érosion est plus ou moins douce. En tous les cas, il y a longtemps qu'elle est en œuvre. Alors, ce qui est nouveau ou pas, on va voir. Et j'aime bien cette phrase: il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, à un certain niveau, rien ne change, mais ça grave. On a un technopouvoir et un certain autoritarisme, liés à l'efficacité algorithmique. Je vous ai repris en anglais, les phrases clés. The code is law. Non, le code ne fait pas la loi, mais donc si le code fait la loi, on n'a plus besoin de justice. D'ailleurs, on a de la justice prédictive, de la police prédictive conduite par des IA. The code is God. Bah oui, c'est mieux, hein, il y en a qui ont construit des églises pour ça aussi. Et la disruption is the new economy, donc c'est casser, quoi. L'idée, c'est de casser. Et puis aussi, ça, on le sait aussi depuis les années 70, there is no other alternative, c'est le concern de Tina, c'est qu'on veut nous faire croire que notre futur sera technique ou ne sera pas. Mais si, il y a d'autres façons de faire de la technique ou d'appliquer la technique à des problèmes humains. Donc ça, c'est vraiment des slogans qui nous sont martelés, sur lesquels euh, on peut adhérer assez facilement. Parce qu'ils ont le pouvoir de l'influence, le choc des mots, ils ont les meilleurs juristes, les meilleurs slogans, ils ont d'ailleurs acheté ou accaparé toute la presse, les médias, enfin, on voit bien quand on regarde d'où vient l'argent des médias, qui possède les médias. Donc ils ont tous les récits, tous les discours, ils ont l'infrastructure numérique, ils ont les satellites, ils ont les contenus, ils ont les services, ils ont tout, quoi. Donc fatalement, de résister à ce bout, enfin, à ces informations, c'est de plus en plus difficile. Donc je veux dire que la spiritualité n'a pas échappé à ce mode de technologisation. Donc l'idée, c'est de remplacer le jugement humain, l'appréciation humaine, par la certitude mathématique. Donc, la spiritualité n'échappe pas à cette vision. La spiritualité doit être rationnelle, transformée en données et en programmes, en calcul et en prise de décision technique. Elle doit être optimisée. Bien sûr, le corollaire, c'est qu'elle doit être privatisée et contractualisée. C'est ce vers quoi on tend en nous faisant croire que les IA ont des consciences. Donc, on a vu apparaître il y a quelque temps déjà la notion de vérité alternative, des faits alternatifs. Et donc, on est en train de produire des consciences alternatives. Et là, j'en reviens aussi à la novlangue, parce que c'est changer le sens des mots pour faire adhérer. Et bien sûr, tous ces nouveaux mots, ces nouveaux concepts qui sont assez attrayants, peuvent servir des intérêts particuliers. Et là, quand même, il faut que je vous dise, j'ai vu un document très officiel, je ne peux pas vous dire d'où il venait, mais maintenant, on a affaire des prises de décision avec des systèmes d'IA sur des données multifacettes. Alors, je peux vous dire que la donnée multifacette, on peut lui faire dire du tout et du n'importe quoi, hein. Et ça m'a halluciné. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune limite. On est complètement décomplexé par rapport à la vérité, à la relation à la vérité au sens des mots. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus en situation où l'humain est faible et l'IA est forte. Et quand on parle d'IA forte, c'est des IA qui pensent, des IA qui ont de la conscience. Donc faites attention à cette dualité du faible et du fort, mais on est dans du binaire. Alors, quels sont les facteurs aggravants? Nous avons un petit peu évoqué les problèmes d'écologie, d'environnement, de ressources naturelles, énergétiques, mais de ressources humaines, parce que derrière, il y a des travailleurs du clic, il y a des bullshit jobs, hein, qui sont derrière pour que ça fonctionne. Et ça veut dire aussi, c'est dans cette logique de substitution de l'humain par des machines, bah, ça nous interroge sur notre façon d'être au monde et de vivre, hein. Euh, les questions, me semble-t-il, qu'il faut se poser, c'est: va-t-on continuer à privilégier la croissance et la performance au détriment de la robustesse et du vivant, alors qu'on sait qu'on n'est pas dans un monde infini, et qu'il existe des rivalités de puissance, des dominations, des logiques de domination et de soumission, dans un contexte géopolitique assez tendu.
Donc je suis désolée, mais est-ce que je peux encore continuer un petit peu? Je vous prends un peu de temps, ça vous va? Merci. Merci, merci. Donc la face cachée de l'IA. Me semble-t-il, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des mécanismes qui permettent le renforcement et l'expansion du pouvoir de ceux qui l'ont déjà. Et on voit, maintenant c'est visible, cette convergence du pouvoir technologique, du pouvoir politique, on ne peut plus l'ignorer. On est en train de consolider le pouvoir de ceux qui maîtrisent, imposent, contrôlent et imposent les systèmes d'IA. On construit des empires numériques sans garde-fou, et les empires ont toujours concentré le pouvoir technologique. On a l'asymétrie des moyens entre ceux qui défendent l'intérêt public et ceux qui possèdent le technopouvoir. Et ce terme technopouvoir ou de cyberpouvoir, mais vous pouvez le retrouver pas mal de fois. Donc la finalité n'est pas de s'inquiéter des risques, de la sécurité, du bien commun, ça je pense, on l'a déjà oublié, ni de réduire les inégalités, ni de protéger de la population. On pourrait faire une liste un peu plus longue, mais la finalité, c'est de construire des systèmes rentables. Alors, qu'est-ce que fait une IA impériale et coloniale? Ça permet de réduire des coûts, de remplacer des personnes par des machines, de rendre le changement à l'œuvre sans recours, d'éliminer la résistance au changement, de déresponsabiliser les décisions et de renforcer la concentration du pouvoir et transformer des systèmes techniques en leviers de contrôle. Alors là aussi, j'ai fait référence à d'autres ouvrages. 1956, L'obsolescence de l'homme, la préface du deuxième tome de Günther Anders. Il ne suffit pas de changer le monde, nous le changeons de toute façon. Il change même considérablement sans notre intervention. Nous devons aussi interpréter ce changement pour pouvoir le changer à son tour, afin que le monde ne continue pas ainsi à changer sans nous et que nous ne retrouvions pas à la fin dans un monde sans hommes. Tout est dit. 1956, philosophe. Une juriste que j'apprécie beaucoup. Les algorithmes ne sont pas l'ennemi, le vrai problème réside dans notre paresse à nous gouverner. Ici, biologique, un historien des sciences, Olivier Hamon, qui est vraiment passionnant, qui propose de ringardiser la performance et de trouver la troisième voie du vivant, c'est la voie du milieu. Des ouvrages passionnants, et puis Philippe Hinman, qui est Société du profilage, et où nous dit que la prévalence des calculs impose avec eux leur monde, ces systèmes sont indifférents à la vérité. Philosophe, historien des sciences, une personne aussi, un écrivain, journaliste, éditorialiste, Hubert Guillot, qui a écrit plusieurs livres, mais qui tient surtout un blog fort passionnant dans les algorithmes. Donc les algorithmes contre la société est coincé dans Zoom. Et si vous voulez avoir une lecture de ce qui se passe, je ne peux que vous inciter à aller voir ses blogs, ses posts. Ici, de 2014, pour tout résoudre, cliquez ici. C'était des jeunes annoncés, mais c'est des ouvrages qui datent. On semble découvrir maintenant, mais ça date. On n'avait pas les lunettes pour le voir, on n'avait pas envie de le voir. Donc le cœur du problème tient du fait, me semble-t-il, de l'interprétation et du conditionnement de la vie par des systèmes d'IA. C'est pas l'IA en question. L'IA peut faire de bonnes choses, hein. Donc, ce qu'on fait encore actuellement, et on a des ingénieurs qui le font ça très bien, on va essayer d'améliorer la transparence de ces systèmes. On va pas y arriver. L'explicabilité de ces systèmes, on va les rendre un peu plus fiables, mais c'est toujours de la fuite en avant. Ça questionne pas le cœur du problème. Donc, si on investit dans cette approche de l'ingénieur et du technicien, on va toujours avoir le même problème, mais aggravé, parce qu'on sera encore allé plus loin. Donc, la question, c'est comment s'émanciper de l'IA. Et c'est pas avoir de l'IA, c'est qu'est-ce que nous devons être, et c'est revenir sur cette société de l'être que ces auteurs au préalable ont aussi évoqué. Et souvenez-vous que le Titanic a été construit selon les meilleures pratiques de l'époque, hein. Faut pas l'oublier. Avec l'IA, je pense qu'on est dans le même contexte. Voir au-delà des apparences, un ouvrage d'Éric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, Anatomie d'un transhumanisme, d'un anti-humanisme radical. Ce bouquin a 10 ans. Donc c'est comprendre le revers de la médaille AI for Good, c'est comprendre que le régime d'artificialisation du réel a la capacité à produire du totalitarisme et une vérité de ce qui est faux. C'est comprendre que nous sommes déjà entrés dans l'ère de l'anti-humanisme. Alors, en guise de conclusion, heu, comment se réapproprier notre environnement qui nous échappe de plus en plus? Bah, c'est comment être présent à sa propre vie, et c'est peut-être, oser voir la duperie des colosses aux pieds d'argile qui conduisent laïfication du monde. C'est oser ne pas croire au culte de la performance et de l'obsession du contrôle.
oser ne pas nous laisser domestiquer, niveler par l'IA et ne pas accepter ses erreurs et sa médiocrité. C'est aussi oser parler, dénoncer les mensonges, se souvenir que la dignité humaine n'est pas négociable. C'est oser exprimer notre conscience sans la permission de l'IA ou de ses fournisseurs. C'est être réveillé alors que tout encourage au sommeil et au renoncement. C'est peut-être oser le courage moral comme une banalité quotidienne et non comme une exception. C'est oser la joie comme antidote à la peur et au technopouvoir. C'est vouloir rester pleinement humain, pleinement connecté à soi et aux autres, pleinement conscient. C'est dépasser le mythe de la cyberconscience et avoir une conscience du cyber. Et je vous remercie de votre attention. Un immense merci à vous, professeur Gernauti, de nous rendre attentifs à cela, d'autant plus qu'il y a le passage de génération et que c'est maintenant encore qu'on a conscience de tout ça et que dans une génération ou deux, ce sera peut-être moins le cas. Donc ça nous fait vraiment réfléchir. Grand merci à vous. Et donc je vous invite le 8 avril à la deuxième partie du diptyque avec le professeur Jacques Besson, psychiatre et professeur honoraire de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne, qui va parler à partir de son domaine et du même sujet, avec le sous-titre Vers une clinique de l'IA. Donc, est-ce qu'il faut une clinique pour soigner l'intelligence artificielle? Donc, vous pouvez vous préparer à ce questionnement le 8 avril à 18h30. Merci encore et merci aussi à Fernand Zalzmann et à l'équipe de techniciens. Merci.